Bonjour et bienvenue sur Canal 3 Télévision. En 2016, le Bénin a pris un nouveau départ, une rupture. 9 ans plus tard, la route a été longue et tortueuse. Certains l'acclament comme une autoroute vers le développement, pavée de chantiers grandioses et de réformes audacieuses. D'autres y voient un chemin semé d'embûches où la fin se fait plus pressante et où l'on s'interroge sur la destination finale. 2026 approche et le débat politique se ravive. Des sujets comme la dette publique, les libertés, l'organisation inclusive des élections générales. Les Béninois prêtent attention à tout, absolument tout, et dans les moindres détails. L'opposition, elle aussi, n'est pas du reste, très active sur le terrain. Elle tente de marquer sa présence sur la scène politique. Cependant, des questions brûlantes se posent. À travers ces nombreuses sorties et déclarations de ces derniers jours, le président Patrice Talon a-t-il réussi à dissiper les doutes sur son départ? L'héritage de sa gouvernance est-il solide ou repose-t-il sur des fondations fragiles? Dans cette émission, nous avons l'opportunité d'entendre l'une des voix qui est au cœur de cette machine, celle du ministre coordonnateur Janvier Yawédéou. Avec lui, nous allons sonder les acquis, confronter les critiques et surtout comprendre les enjeux qui se dessinent pour notre pays les jours, semaines et mois à venir. Monsieur le ministre coordonnateur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour aux téléspectateurs de notre chaîne préférée, Canal 3. Voilà, Zone Franche de ce jour n'est pas un simple entretien, c'est un rendez-vous avec la réalité, un moment pour regarder en face le chemin parcouru et les défis à venir. Chers téléspectateurs, vous faites bien de nous rejoindre dans ce débat. Bienvenue. Éric Guédéno, bonjour. Bonjour Franck Arnaud, monsieur le ministre coordonnateur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. On va parler politique pour commencer. Alors, monsieur le ministre coordonnateur, quoi qu'en soient vos ambitions pour 2026, vous avez en face de vous le Parti Les Démocrates qui a quand même réussi à obtenir 28 sièges à l'Assemblée nationale. Ce résultat que beaucoup considèrent comme camouflé pour la mouvance, n'est-il pas le signe que la politique de Patrice Talon ne fait pas l'unanimité et qu'elle pourrait même être en danger en 2026? Le contexte n'est plus le même du tout alors. Lors des dernières législatives, le panier de la ménagère n'était pas très reluisant. Les populations n'étaient pas contentes. Dans un contexte où les réalisations du plan d'action du gouvernement n'étaient pas visibles. On était un peu comme dans une vallée, dans le creux de la vague, où le peuple se plaît, souffre, mais ne sait pas tout cet argent, où est-ce que ça va, on ne voit rien. Et c'est ce qui explique, disons, cette montée du Parti Les Démocrates, contre toute attente. Mais aujourd'hui, comme une traînée de poudre, c'est le sentiment, la fierté d'appartenir au peuple béninois, la fierté d'être béninois qui est en train de prendre le dessus. Le peuple béninois commence par oublier de plus en plus les difficultés du quotidien et se dit mais c'est le Bénin ça, c'est moi béninois, c'est moi ça. Prenez la peine d'aller à la place de l'Amazone parler avec les citoyens. Prenez la peine d'aller à la plage de Ouedo. C'est pas une véritable plage. C'est juste du gazon mis pour le bonheur du peuple béninois. Prenez la peine d'aller à Papa, vers la corniche est, pour voir les jeunes s'amuser. Le peuple est en train de ressentir certaine fierté. Alors, l'autre aspect, en 2023, l'opposition a surfé sur des propositions, sur des promesses faites aux Béninois. Parmi ces propositions, ces promesses faites, lesquelles ont été réalisées? Vous avez fait le point? Mais, je vais vous dire, la meilleure porte de sortie pour les démocrates,
c'est qu'une autre frange de ce groupe se constitue afin de redonner espoir avec d'autres arguments de campagne. Mais si c'est les mêmes que nous avons vus en 2023, revenir pour faire de nouvelles promesses, le peuple ne suivra pas. Ça, c'est... Le peuple ne suivra pas parce que ils sont disqualifiés. La meilleure façon de faire un sondage aujourd'hui, on n'attend plus forcément des institutions internationales venir faire sondage. Commencez par faire sondage autour de vous, dans votre famille, dans votre réseau d'amis, pour écouter les Béninois parler. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Tout a changé. C'est ce que je peux vous répondre. Disqualifié, pourtant, lorsque ces mêmes démocrates là sortent sur le terrain, on voit plus d'adhésion, on voit même des votes qui démissionnent et qui désormais vont dans leur camp. Et pourtant, vous affirmez qu'ils sont disqualifiés. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Notre opposition rêve en couleur. Il rêve en couleur. L'opposition béninoise a commis plusieurs erreurs fatales. La première erreur de notre opposition, c'est le fait d'avoir choisi Yahi Boni comme président du parti Les Démocrates. En quoi c'est une erreur? Ne faut pas prendre quelqu'un qui a dirigé le pays, notre pays, le Bénin, et qui a transformé notre pays en une usine à production de scandales financiers. Et vous voulez prendre celui-là comme guide. C'est pas possible. Notre opposition a un déficit de stratégie. Un déficit de stratégie. Au nombre desquels le fait d'avoir choisi Yahi Boni et le fait de se laisser avoir par les difficultés circonstancielles, momentanées de gestion du pouvoir. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Surfer sur les difficultés. Surfer sur l'intoxication. Nous avons vécu au moment où le président Talon travaille comme un malade mental, mais certains ont trouvé les moyens d'intoxiquer la population. Et face aux difficultés liées à un début de souffrance, parce qu'il faut absolument que le Bénin passe par là pour s'en sortir, mais intoxiqué. Et le peuple a suivi. Mais aujourd'hui, le peuple comprend. Le peuple est en train de comprendre. Parce que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever et le soleil finit par luire. Et le soleil est en train de luire en ce moment. Et c'est ça qui crée des difficultés sérieuses à la gouvernance de Yahi Boni. Et à mon avis, j'ai bien envie de leur citer une autre erreur très grave qui leur sera fatale. Mais je n'ai pas envie de dire parce que ça va les aider à se réorganiser. Alors, ce que vous évoquez, nous sommes en matière politique. On dit souvent que tous les moyens sont bons pour atteindre le résultat. Les erreurs que vous évoquez, est-ce que ce ne sont pas les moyens qu'ils ont trouvé à leur portée pour faire face à votre gouvernance? Tout à fait. C'est leur moyen, sauf que ce n'est plus efficace. Ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas su anticiper sur le fait que les êtres humains ne sont pas comme des poussins qu'on met dans une cage et qui restent là de façon statique jusqu'au jour où vous les retirez de la cage. Ça bouge. Ça bouge et c'est le fait que ça bouge qui crée des problèmes sérieux et aujourd'hui à l'opposition de Yahi Boni, à l'opposition à Patrice Talon. Et je disais tout à l'heure que l'erreur des démocrates, c'est Yahi Boni. Vous savez, le jeune qui a 18 ans aujourd'hui applaudit Yahi Boni parce qu'il se sent en difficulté. Parce que au moment où Yahi Boni gouvernait ce pays, ce jeune était bébé ou n'était même pas né. Alors on lui dit, c'est dur, mais Yahi Boni, le fait de voir Yahi Boni en train d'être applaudi par les femmes avec les chapeaux comme ça, tu dis, ah donc Yahi Boni c'est beau. Donc il ne comprend pas que
que la gouvernance du président Yahya Boni était véritablement un danger pour le peuple béninois. Alors, aujourd'hui, monsieur le ministre, ça fait la deuxième fois que vous le dites. Vous avez dit que on a fait le lien des scandales financiers sous Boni Yayi. Vous voyez beaucoup d'erreurs qui ont été commises et beaucoup de choses qui ont été faites qui n'ont pas favorisé le développement. Mais on n'a pas eu que des scandales financiers sous Boni Yayi. Il y a eu, disons, ces appels de fonds. On avait fait entrer beaucoup d'argent. Il y avait des microcrédits. Il y avait quand même de bonnes choses que nous avions notées à l'époque. Monsieur le journaliste, lorsqu'on vous dit comment Yahya Boni était au pouvoir, les réseaux sociaux n'existaient pas. WhatsApp, Facebook, etc., TikTok, ça n'existait pas. Le peuple était sous-informé. Quand on dit au peuple béninois que la communication de Yahya Boni coûtait 2 milliards par an, il est choqué. Lorsqu'on dit donc à un jeune, au moment où il n'y a pas d'école, au moment où il n'y a pas d'eau dans les collines, au moment où on n'a pas d'hôpitaux, et que le pauvre meurt, et que les hommes riches de la gouvernance allaient se faire soigner en Europe, que Yahya Boni, que la communication du gouvernement coûtait 2 milliards. Ne me demandez pas les preuves. Vous savez très bien que je suis un homme à preuve. Sur ce coup-là, je pense, sachant que vous pouvez peut-être me poser la question, il s'agit de la communication numéro 544/10 du 21 avril 2010. Déjà une petite preuve. 2 milliards pour la communication de Yahya Boni. Lorsqu'on dit aux jeunes que l'organisation d'un match de football a coûté 2 milliards, c'était le match contre l'Angola. On a décaissé 2 milliards pour organiser le match contre l'Angola. Le Bénin a encore perdu 3-0. Mais c'est incroyable. Lorsqu'on dit aux citoyens, aux jeunes, qui pensent que Yahya Boni est bon, lorsqu'on lui dit qu'un citoyen a pris 14 milliards de la Sodapra, et au lieu de l'arrêter, Yahya Boni a choisi de décaisser encore 4 milliards pour s'acheter un avion fantôme qu'on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Ça a 18 milliards. Quand on dit ça, le jeune ne comprend pas. Lorsqu'on dit aux jeunes que Yahya Boni a acheté des gants à 90 000 et des imperméables à 400 000, le jeune ne comprend pas. Lorsqu'on dit aux jeunes que Yahya Boni prend l'Avignon, l'hélicoptère, pour aller à Kalalé, pour aller offrir des compteurs SBE aux populations pour dire que je suis bon pour faire le beau, même le coût du transport par hélicoptère de Cotonou à Kalalé, c'est encore plus cher que les compteurs remis. Il fait le beau. Vous voyez, à l'époque, je me rappelle, c'était une question de... C'est le 1er août 2012. Le journaliste, le célèbre journaliste de Golf, comment il s'appelle, Ayou Charbel, a posé la question au président Yahya Boni. Qu'est-ce qu'il pensait de la jeunesse? Qu'est-ce qu'il a répondu? Oh là là, je vais vous citer, j'ai noté. Il dit, je n'ai pas les moyens de leur donner de l'emploi. Il faut que je leur achète des ballons pour qu'ils jouent et me collent la paix. Vous voyez, le président Talon... Vous le citez mot pour mot. Je vous dis, la vidéo existe. Oui, mais est-ce que c'était pas une façon de détendre un peu l'atmosphère? Non. C'est l'épanouissement de la jeunesse. Mais il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Mais je vais essayer, et pour rechercher même sur Google, les vidéos existent. Il y a une autre vidéo que j'ai vue récemment, et c'était le député Malik Gomina qui demande au président, à l'époque journaliste, qui demande au chef de l'État, mais on a faim, les Béninois mangent une fois par jour. C'était la désolation. Les Béninois mangeaient une fois par jour, difficilement. On pose la question au chef de l'État dans la soirée du 1er août
2012. Vous savez ce que votre président a répondu? Mais c'est dur partout. Je ne peux rien. Si en France c'est difficile, si aux États-Unis c'est difficile, c'est pas au Bénin que vous allez me demander de faire des miracles. Il ne peut rien, moi. Il a dit, j'ai eu la chance de suivre cette vidéo aussi, que les chocs exogènes qui font que le Bénin aussi ressentait la difficulté de mettre ses citoyens à l'aise. Quand il ne pouvait rien, on allait en Espagne. Voilà. Barack Obama. Vous vous rappelez de cette vidéo. Donc, ce serait bien. Je sais que Canal 3 est très organisé et que vous devriez avoir cette vidéo dans vos archives. Je vais vous prier de même si c'est en direct ou si possible plus tard, jouer ça pour que les Béninois comprennent que c'est... D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que aujourd'hui le président Talon a l'humilité de dire aux Béninois, c'est dur, serrer la ceinture. Et le Béninois pense que c'est la gouvernance de Talon qui est la raison des difficultés. Le fait de ne pas manger à sa faim, c'est depuis Yahya Boni. Ça a été aggravé par le scandale ICC Services. 200 milliards. 200 milliards, non pas du trésor, mais de l'épargne publique. Dilapidé, despolié. 200 milliards. Et cet argent, ça vient des poches des Béninois. Ceux-là, des trucs comme ça, un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Lorsque vous faites des recherches, vous savez comment ça s'est passé, le scandale Madoff. Mais il faut 20 ans, 30 ans pour que les gens puissent se retrouver. Donc les raisons des difficultés actuelles des Béninois, ce n'est pas seulement parce que le chef de l'État a mis l'accent sur une certaine pression pour nous obliger à nous développer. Ça vient aussi de notre passé. Il faut que les Béninois comprennent. Et on souffrait du temps de Yahya Boni, on souffrait, on mangeait difficilement. Mais en plus, le pays ne bougeait pas. Le pays ne bougeait pas. Voilà où on en est. Aujourd'hui, au moins, j'ai appris récemment qu'on dit ils ont fait, je crois, que le Bénin s'est endetté, trop endetté. Vous avez appris ça, non? Alors, monsieur le ministre coordonnateur, on va évoluer étape par étape. En tout cas, aujourd'hui, il se trouve que cette même opposition formule pratiquement ces mêmes critiques à l'endroit de votre gouvernance, cherté de la vie. Nous y sommes encore aujourd'hui. En tout cas, ils le disent. Vous pensez qu'on va évoquer toujours la même raison? Des chocs exogènes? J'ai expliqué tout à l'heure, nous avons hérité d'un passé. Un passé qui se veut triste, où le palier de la ménagère était déjà peu reluisant. Un président arrive, et le président Patrice Talon, et trouve qu'il faut qu'on booste. Il faut bien qu'on se réveille un jour. Il a décidé de réveiller notre économie. Et pour réveiller son économie, malheureusement, le président Talon dit, c'est dur, mais il faut bien qu'on y aille. Serrer un peu la ceinture. Et après 9 ans aujourd'hui, nous voyons les résultats. Comme dit le chef de l'État, est-ce que quelqu'un manque de salaire? Il y a quelqu'un qui, depuis 9 ans, n'a pas eu son salaire. Ce que vous allez constater par contre, et vous tous, vous êtes témoins, qu'à l'époque de la gouvernance Yahya, on voyait les maisons sorties de terre du jour au lendemain. En 3 mois, vous voyez les maisons derrière votre maison. Mais les gens construisent encore des maisons aujourd'hui. Pas plus, oui. Si vous voyez une belle maison aujourd'hui, il y a toutes les raisons. Si ce n'est pas un grand homme d'affaires, si ce n'est pas l'État, c'est pas possible. Mais vous voyez, avant, vous savez très bien de quoi je parle. Il y avait un train de vie quand même alors. Ils avaient un train de vie, mais le train de vie, c'était la corruption, c'était le pillage de l'économie nationale. Ce n'est pas des fonds issus de la sueur des fronts.
C'était des fonds issus du pays. C'est pour ça que tous ces gars qui intoxiquent et qui montrent qu'il y a problème, en réalité, c'est ceux-là qui pillaient et qui retournaient les miettes aux populations qui pensent que c'est ce système qui est bon pour notre pays. En réalité, c'est ça. Mais parlant de choc exogène, on en a cité également pour justifier la cherté de la vie ici. Je prends la guerre en Ukraine, je prends la guerre, enfin le Covid, ce problème de santé publique que nous avons eu. À un moment donné, les gouvernants d'aujourd'hui ont évoqué ces éléments-là pour justifier un peu la situation dans laquelle on se trouvait, n'est-ce pas, à l'époque de Boni Yayi, ces chocs exogènes qui étaient aussi à l'origine des difficultés que nous rencontrions. Oui et non. Vous avez, du temps du président Patrice Talon, vous venez de dire de façon concrète un certain nombre d'éléments. La guerre Ukraine-Russie, le Covid, etc. Et encore, s'il n'y avait pas eu ça, mais le Bénin aurait fait des miracles. Encore plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Puisque les engrais, on les achetait très cher, puisque le produit qui fournit ne fournit plus. Il fallait passer par des gymnastiques terribles pour les avoir. Le gouvernement est obligé de subventionner afin de pouvoir tenir, afin que le paysan, depuis le septentrion jusqu'au sud, puisse cultiver à prix raisonnable. Donc, ces éléments exogènes, il y en a eu combien sous Yayi Boni? La preuve, c'est que vous n'avez pas cité. Il y a eu très peu. Mais c'était criard. Mais c'était, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est criard. Des situations qui ont empêché les Béninois, les populations de respirer, on est obligé de mettre des cache-nez. Vous n'allez pas me dire que ça existait tout le temps. Des guerres, on a vu de grands pays comme la Russie entrer en guerre, mais ça fait très longtemps qu'on a vécu ça. Mais donc, ces chocs exogènes, effectivement, du temps du Patrice Talon, si on n'avait pas une gouvernance solide, intelligente, mais on aurait subi les conséquences de façon incroyable. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la dette, qui fait partie des critiques que l'opposition formule à l'endroit de la gouvernance de Patrice Talon. Vous ne trouvez pas en tout cas que l'opposition a raison de s'inquiéter sur le taux de notre endettement? Vous voyez, lorsque j'entends ça, je m'inquiète pour le pays. Voilà ceux qui prétendent vouloir diriger le Bénin, qui parlent du taux d'endettement de notre pays de cette manière. Mais ils devaient plutôt se poser des questions pour dire, mais comment ils ont fait? Vous pensez n'importe qui arrive à avoir à pouvoir s'endetter? Même la situation, c'est un peu même au niveau des individus. Prenez quelqu'un qui quitte l'intérieur du pays, qui vient à Cotonou, qui va dans une banque, dit je veux faire un crédit de 10 millions alors qu'il n'a pas de garantie. Vous voyez une banque s'intéresser à ce citoyen? Il faut savoir qu'on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches ou à ceux qui ont des garanties suffisantes ou l'organisation qu'il faut, qui conforte et qui amène à accepter. Et rien que le fait que le Bénin aujourd'hui arrive à jouer de la cour des grands, le Bénin peut prendre autant d'argent qu'il veut. Alors si c'est sur la base de ce principe... Et je vais compléter en vous disant, même les pays développés s'endettent. Prenez le cas des États-Unis. Ils sont à 37 000 milliards de dettes publiques. Pour un PIB qui avoisine les 123%. Pour un ratio qui avoisine les 123%. Et la France que nous connaissons tous est à peu près à 3 300 milliards de dettes. Si on se ramène vers les pays africains, j'avais noté, le Sénégal par exemple, est à 13 milliards de dollars
d'endettement public avec un ratio de 99% du PIB. La Côte d'Ivoire est à 36 milliards, 59% du PIB. Le Togo sont à 11% du PIB. Le Rwanda sont à 13% du PIB. Mais le Bénin, vous allez le demander. C'est le cas qui nous intéresse. Le Bénin est à peine à 44%. Donc selon vous, c'est pas inquiétant? Le Bénin est à peine à 44%, avec une projection, je crois, à 51% sur 2026. Donc, oui. Comment est-ce que... comment est-ce que le Bénin... Vous deviez vous demander, mais est-ce que Yahi Boni, lors de la gouvernance de Yahi Boni, il pouvait avoir plus de taux d'endettement avec un pays gangréné par la corruption? Mais les institutions internationales, les banques n'ont jamais osé vous faire des prêts. Donc si un pays arrive à relever son niveau d'endettement, comprenez que c'est parce que ce pays est bien gouverné. Pourtant, pour nos populations, enfin, des citoyens lambda comme nous, on a dit à l'époque de Yahi Boni que l'argent circulait. Donc, ce n'est pas la preuve que véritablement l'argent entrait dans le pays, qu'on allait en chercher auprès des institutions, qu'on amenait dans le pays, mais l'argent circulait, tout le monde en trouvait un peu quand même. C'était le plus essentiel pour nous qui étions citoyens à l'époque. Vous savez, on ne peut pas booster l'économie d'un pays sans endettement. Le plus important à rechercher, c'est comment rembourser. Et lorsque vous voyez aujourd'hui le Bénin qui continue d'avancer, de progresser, de se développer, c'est parce que le Bénin a mis en place un certain nombre de leviers économiques, macroéconomiques, dans un esprit en liant ce principe sur le développement. C'est ça qui permet aujourd'hui au Bénin d'évoluer. Mais avant, lorsque vous évoquez ça, est-ce que vous pouvez nous citer aujourd'hui des leviers macroéconomiques mis en place dans une vision du futur par la gouvernance Yahi? Il n'y en a pas. C'était on joue au quotidien. À la date d'aujourd'hui, lorsque vous vous référez à la vision du Bénin, déjà, Bénin Vision 2060, vous savez exactement, à un an près, ce que doit être le Bénin, ce que doit être le Nati Tengou, ce que doit être Porto Novo, Cotonou, dans 6 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Voilà où est-ce que nous en sommes avec la gouvernance Patrice Talon. Et Bénin à la FIA 2025, on n'en avait rien fait. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a fait ce qu'on a pu. Mais vous voyez les résultats. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dur en appréciant la gouvernance de Boni Yahi? Il y a eu quand même... Tout n'était pas mauvais. Vous ne citez que corruption, vous ne citez que gabégie, vous ne citez que les problèmes qu'il y a eu. Donc pour vous, on n'avait eu rien du tout sous Boni Yahi. Mais qu'est-ce qu'on a eu? Le monsieur même me pose la question sur comment il voit l'avenir. Il dit que tu ne peux pas d'aller acheter des ballons aux jeunes, lui coller la paix. Donc, il s'est dit, il était dépassé, le pauvre. Il a donné tout ce qu'il pouvait, dans les ventes, il a donné. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Il n'y a pas qu'emploi. Jouer au ballon, ça peut. Il y a également les loisirs. Jouer au ballon, non, ce qu'il disait, c'est pas une affaire de football. Hein. Qu'est-ce qu'il disait? Ben, offrez-leur des ballons, achetez-leur des ballons pour qu'ils me collent la paix. Ça veut dire je n'en peux plus, je suis fatigué. Il n'a pas dit en Monsieur le ministre coordonnateur, vous avez évoqué des cas de corruption tout à l'heure qui, selon vous, ne permettaient pas au système de lever des fonds à l'échelle internationale. Mais cependant, au niveau de l'opinion publique, on fait remarquer quand même que certains proches de l'ancien pouvoir, auteurs de ces malversations, se retrouvent aujourd'hui dans votre camp. Ça ne vous dérange pas? Je vais... vous répondre de façon très simple. Vous dites qu'il y a des auteurs de malversations qui sont aujourd'hui dans le camp Patrice Talon. Il y en a. Et
Je vais presque vous retourner le problème. Sous Yahya Boni, ils étaient des pilleurs de l'économie nationale, des spécialistes qui ont soulagé les caisses de l'État de milliards. Sous Talon, les mêmes n'ont pas pu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poisson pourrit par la tête. Ça veut dire que les individus étaient dans un système où on pouvait gaillardement voler sans être inquiété. Donc, vous voulez nous dire par là que ce Patrice Talon, c'est pas possible. Quel que soit votre degré de banditisme avéré, vous ne pouvez pas. Nous avons un dernier cas dont nous attendons encore les conclusions du rapport du côté de l'Assemblée nationale et du côté du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, le cas au ministère de l'Énergie. Je n'ai pas besoin, moi, Jean-Pierre Yawidéo, d'attendre les conclusions de ce rapport. Mais vous savez... Et si finalement le rapport attestait de ce que c'est pas possible, le système mis en place par le président Talon ne favorise pas le pillage. Un ministre, vous savez, avant, lorsque il y a appel d'offres, où on confiait un marché à une entreprise sous le président Talon, vous n'êtes pas payé tout de suite. Avant d'être payé, vous devez avoir une caution bancaire qui couvre à hauteur de l'argent que vous avez pris. Si vous n'avez pas les moyens de démarrer. Et vous devez atteindre un certain niveau, un pourcentage vérifié par un certain nombre avant d'être payé. Et même après avoir rendu le service, on vous bloque 10% de votre facture. Alors, par quelle alchimie un ministre de talent puisse voler des dizaines de milliards? Enfin, qu'est-ce qu'il avait dit? Pomper ou je ne sais pas trop. Siphonner. Il y a dizaines de milliards. Vous voyez, c'est parce que l'opposition n'a pas d'éléments en réalité contre le système talent que dès qu'il y a eu cet incident que je qualifie de mineur, parce que c'est un conflit. Monsieur le ministre coordinateur, homme politique. Monsieur le ministre coordinateur, ce n'est pas de la bouche d'un opposant que nous avons entendu ça. C'est bien de la bouche d'un ministre au gouvernement, aujourd'hui ancien ministre, que nous avons entendu ça. Et mieux, selon les informations, celui-là un auditeur, c'est un expert comptable, il a les moyens de vérifier ce qu'il s'est passé avant, lui, son installation. Moi, je vous dis, jusqu'à preuve du contraire, je vous regarde droit dans les yeux pour dire que le système Patrice Talon ne permet pas à un ministre de piller. En tout cas, nous attendons les résultats de ce rapport qui peut vous contredire. Impossible. Impossible. Parce que, moi, vous savez, moi, j'ai passé, sur les 10 ans de Yahya Boni, j'ai passé 8 ans à être son opposant. Je suis un fouineur. Il n'y a pas ce scandale quand je ne suis pas l'auteur de la dénonciation. Je maîtrise au moins et j'ai les preuves. Si, à l'époque, j'étais ami au président Yahya Boni, le pourquoi de ma séparation avec Yahya Boni, c'est à cause de l'affaire dénoncée par Issa Salifou, député à l'époque, qui dénonçait le fait que l'argent qu'on prenait sur les véhicules d'occasion n'était pas budgétisé. Et moi, de la mouvance à l'époque, dans les années 2008, j'ai été choqué d'apprendre ça. C'est ça qui m'a amené à commencer par fouiller. Et quand j'ai fouillé, j'ai trouvé que c'était vrai. J'ai commencé par fouiller. C'est ça qui m'a opposé. J'étais de la mouvance de Yahya Boni au départ, les premières heures, mais je l'ai quitté à cause de ça. Donc, si... Peut-être qu'il ne le savait pas lui-même en tant que président. Vous savez, lorsque j'ai été le voir à domicile, j'ai dit, président, ça ne va pas. Il dit, mais quand Saleh a dit que je suis un voleur, pourquoi tu ne lui as pas dit qu'il ment? J'ai dit, monsieur le président, je ne peux pas dire qu'il ment. Je ne suis pas à l'exécutif, pas savoir s'il ment ou pas. Il dit, voilà les amis que j'ai.
ils ont un pied dedans, ils ont un pied dehors. J'ai dit, monsieur le président, j'ai les deux pieds dedans. Mais le jour où je vais constater qu'est-ce que ça les a dit, c'est la vérité, je vous quitte, monsieur le président. Et lorsque j'ai commencé par fouiller, j'ai vu que c'était grave ce qui se passait, je l'ai quitté. Donc, si la gouvernance du président Talon souffrait... Vous avez su de faire pareil sur Patrice Talon? Mais de fouiller et dès que vous constatez que... Quelqu'un m'a attaché. Et vous fouillez aujourd'hui? Je ne peux pas fouiller parce que je sais, je vois que ça dit... je vous dis les principes fondamentaux, cardinaux. Les repères ont été mis en place de sorte que personne ne peut voler. Vous avez toujours vu, ou c'est ces derniers mois seulement, quand vous avez été nommé, que vous voyez davantage? Vous savez, j'aurais pu, au moment où, il fut un moment où j'étais rien dans le pays. Enfin, j'étais un citoyen lambda. Mais, vous m'avez vu emmerder le président Talon. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'élément à mettre sous la dent. Pourquoi je vais emmerder le monsieur? Il n'y avait rien. J'ai dit, et même aujourd'hui, moi je ne vais pas dire des choses graves comme qu'on dit. Mais si jamais, et le chef de l'État me connaît, si jamais j'avais senti une quelconque défaillance, mais je serais parti voir le chef de l'État pour lui dire, je ne suis pas dedans. C'est pas au moment où j'avais ma jeunesse pour moi, j'ai pris des risques pour ce pays. C'est pas aujourd'hui que il me reste quoi? Alors, monsieur Yabouidou, en 2026, avec tout ce que vous dites là, les démocrates qu'on voit très actifs sur le terrain, eux aussi, qui développent leurs arguments, qui sont très suivis d'ailleurs par les populations. En 2026, vous n'avez pas peur que l'opposition prenne le pouvoir? Vous savez, aucune chance pour l'opposition de prendre le pouvoir. Ah oui. Et il faut même prier pour que l'opposition ne prenne pas le pouvoir. Parce que le président Talon a mis la barre trop haute. C'est tout comme si confier notre pouvoir aux démocrates, c'est exactement comme si on allait prendre un président, les présidents qui ont 10 ans, qui sont encore au pouvoir, là, qu'on en prenne un, qu'on allait désigner comme président des États-Unis pour dire dirige. L'opposition actuelle est incapable de savoir par où commencer. La barre est trop haute pour ces gens-là. Et puis il faut les regarder quand ils parlent. Regardez le coin de leurs yeux. Vous allez constater que ces gars-là, ils ne savent pas de quoi on parle. C'est le jour et la nuit. Mais comment ça? Et si jamais... Ce sont des... Attendez. Oui. Ils maîtrisent quoi? C'est-à-dire, le système IAI, c'est la nuit. On ne peut pas demander à ce courant politique de prendre le pouvoir de Talon et s'en sortir. Ils ne peuvent pas. Et ils peuvent savoir, ils ont été incapables de gérer les 2000 milliards d'endettement. Ils savent comment l'actuel gouvernement fait pour avoir la confiance de l'international au point de le faire des levées de fonds à cette envergure des grands pays. Et vous pensez quoi? Que le pays... Ils ne peuvent pas. Ils ont un président qui est ancien président, qui a de l'expérience, mais qui également est un financier, qui est un banquier, qui a des relations, qui est très introduit dans le monde financier à l'international. Et vous affirmez qu'il n'ont rien pour diriger le pays. C'est très bien d'embellir autant le président Yahi Boni, mais s'il avait autant... Non, je ne cite que ces titres. Oui, tous les Béninois le savent. S'il était si compétent, le Bénin ne serait pas totalement dans le rouge à son départ du pays. Et je dis, on ne peut pas, aujourd'hui, confier le destin de notre peuple béninois, devenu fier, à une équipe qui a fait ses classes dans la gabégie. Alors, monsieur le ministre, ce sont les populations qui vont décider. Ce que vous dites ici, c'est compte tenu d'un certain nombre d'éléments d'appréciation. Mais qu'est-ce qui vous fait vous rendre si confiant que les populations vont décider en votre faveur en 2026? Et c'est les résultats. Je vous ai dit en début d'émission,
il fut un moment où le peuple béninois ne comprenait pas les raisons de sa peine quotidienne. Mais aujourd'hui, demander aux citoyens lambda s'il est fier d'être béninois, du Bénin jusqu'à l'étranger. Le chef de l'État surfe. Le béninois surfe. Le Bénin est en train de changer. C'est vrai que le président Patrice Talon travaille sans faire le beau, sans montrer qu'il travaille. Mais les bénéficiaires, parfois, ne savaient même pas toutes les possibilités offertes pour son développement personnel. Mais aujourd'hui, ça se voit. Vous savez, notre pays ne peut jamais faire ce demi-tour. Nous n'avons pas le droit de faire demi-tour. Cette ascension que le Bénin est en train de prendre, nous n'avons pas le droit de mettre cela en péril. Ça, je le pense très sincèrement. Et je dirais, moi, si le diable, Satan, comme disent les religieux, commençait pas à trotter dans la tête de nos populations, d'un citoyen béninois, pour dire qu'il faudrait que le Bénin retourne à son passé plus glorieux, je suis sûr que Dieu, Tout-Puissant, l'empêchera de continuer pas à réfléchir dans ce sens. Je suis sûr. Parce que c'est triste, ce serait triste. Non seulement pour notre pays d'aujourd'hui, mais pour l'avenir. Et chaque citoyen béninois, en se levant de son lit, doit pouvoir dire, Satan, tu ne passeras pas par moi. Lorsqu'il se lève de son lèvant de mes pieds sur terre, il doit faire ça. Et ça, et ça. 3 fois. Allez, monsieur le ministre. Et si c'est en bariba, vous savez comment on dit ça? Non. Gousouno Kasumtona. Comme ça. Comme on dit ça. Plus jamais ça au Bénin. Notre pays a pris son envol, plus rien pour nous reculer, pour nous faire descendre. D'accord. Allez, nous allons changer d'axe, mais avant, j'ai envie de vous demander, est-ce que la question du départ ou non du chef de l'État en 2026 est définitivement clos avec ces dernières sorties où on a vu la répéter plusieurs fois devant les maires, ensuite devant les jeunes et à bien d'autres occasions qu'il partirait. Est-ce que désormais ce sujet-là est clos? C'est très clair. Le chef de l'État a dit que même si on l'attachait sur la chaise présidentielle, qu'il n'en veut plus. Le président Patrice Talon a choisi d'être impopulaire. Il a dit à maintes reprises, il a choisi d'être impopulaire, mais son plan est clair. 2026, c'est un nouveau Bénin qui sera gouverné dans la même dynamique, mais autrement. Il a mis la pression maximale pour propulser le pays. Nous avons atteint un certain niveau aujourd'hui. 2026, la pression va baisser parce que le Bénin serait déjà sur les rails. Il n'est pas bête, il a son plan. 2026, le président de 2026 n'a presque plus rien à faire. Il suffit de marcher sur ses pas, baisser la pression pour que le Béninois respire, que le Béninois profite des 10 ans de ce qu'il a injecté lui-même, des 10 ans de sa sueur. Le Béninois commencera par rêver, par sourire. C'est le plan du chef de l'État. Donc, 2026, ça va être... Les Béninois seront beaucoup plus heureux. C'est maintenant qu'ils vont profiter. Si vous ne savez pas faire, le président Talon serait sa retraite. Et les Béninois chercheront à le prier de venir au pouvoir. Parce que c'est maintenant qu'ils vont constater que ce monsieur nous a rendu un grand service, avait rendu un grand service pour notre pays. Alors, sur la question avec les jeunes, Patrice Talon a évoqué quelques critères. D'ailleurs, il n'a pas été
je dirais, tout à fait transparent sur la façon dont il va faire son choix. Le mot dauphin, il a dit qu'il n'apprécie pas trop l'usage de ce mot, mais toujours est-il que ça soit du côté de la mouvance ou de l'opposition, qu'il soutiendrait la candidature de quelqu'un qui est engagé, qui a la volonté véritablement de travailler pour le Bénin. Est-ce que vous pensez que le choix de la succession sera facile pour Patrice Talon? Si on se réfère à nos propos de tout à l'heure, c'est-à-dire que une fois que le chemin est balisé, quel que soit le président que nous allons choisir, qui accepte respecter le principe du non-recul, il va faire le travail. Il va faire le travail. Parce que est-ce que vous avez constaté que sans forcing, le Bénin est plus discipliné? Faites attention maintenant. Lorsque vous arrivez au feu, même à 2h du matin, vous allez voir le Béninois sur son zème s'arrêter, alors qu'il n'y a personne. Il ne brûle plus le feu. Prenez des situations basiques. Le casque. Il n'y a plus de policiers. Et pourtant, le Béninois met son casque. La discipline est revenue. On n'a même plus besoin. Le prochain président, même si on prend un candidat proposé par les démocrates et qu'il est bon, capable de relever le défi de la continuité, maintenir le cap sur les repères mis en place, travailler, les gens vont suivre. Donc le chef de l'État est très sincère dans ce qu'il dit. Pour nous autres qui avons un peu la chance de parler avec lui en privé, je vous dis qu'il n'a aucunement l'intention, il a fini. D'accord. Il a dit aussi qu'il va peser dans le choix et qu'il sera très actif. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre par là? Il va l'imposer aux formations politiques de la mouvance? Non, nous n'avons pas la même compréhension. Il sera très actif, dont il parlait, selon moi, ma compréhension, après avoir souffert 10 ans, après que le peuple béninois ait souffert 10 ans, le président Talon est en train de dire, selon moi, qu'il ne va pas laisser n'importe qui prendre le pouvoir pour faire tomber tous ces acquis de notre peuple. Je vous ai dit tout à l'heure, le peuple béninois aujourd'hui est un peuple fier. Que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays, nous nous sentons fiers d'appartenir à cette communauté béninoise. Et nous réclamons d'être béninois aujourd'hui. Quand on dit Bénin, on lève la tête. Et cela fait partie des acquis? Ça fait partie des acquis, des grands acquis. Lorsqu'on a la fierté retrouvée. La fierté retrouvée, la fierté de se sentir béninois, la fierté de circuler dans un pays beau. Il n'y a pas de département qui n'ait pas été impacté par la gestion du président Talon. Lorsqu'une commune n'a pas un marché, lorsqu'une commune n'a pas une route, une commune a forcément quelque chose. Pas toujours visible. Pas toujours visible, mais quelque chose. Oui, justement, parlant des acquis de la gouvernance Talon, en dehors des infrastructures, en dehors du niveau de modernisation de notre pays aujourd'hui, quels sont ces acquis-là qui ne sont pas visibles, mais qui ont permis au Bénin d'évoluer en matière de développement? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce plan? Vous savez, quel que soit le secteur que vous prenez aujourd'hui, tous les secteurs ont été impactés. À commencer par la sécurité. Je ne parle pas de la situation internationale liée aux djihadistes au niveau des frontières, mais à Cotonou. De Cotonou à Boycon, par exemple, vous avez combien de points d'arrêt de la police? 0. Mais combien de fois vous avez encore entendu parler de braquage? Avant, vous ne pouvez pas quitter Cotonou, aller à Ouida sans être braqué à Kpaou. C'était une zone rouge. Vous parlez de santé, le projet H. Récemment, nous avons commencé sans inauguration le CHIC, l'hôpital de référence international.
Vous prenez le secteur du social. Lorsque les gens disent le social, on ne le voit pas. Vous avez besoin de quoi dans le social? Lorsque, au jour d'aujourd'hui, vous prenez, je prends exemple, vous avez envie de faire par exemple de la pêche, ce qu'on appelle le circuit aquacole. Il y a aujourd'hui pas mal de projets qui mettent à la disposition du jeune et autres les fonds, les accompagnements qu'il faut pour produire des poissons. J'en ai visité moi-même à plusieurs endroits. Vous prenez les entreprises des jeunes qui créent les entreprises. C'est pas que ces questions viendraient, sinon je vous amènerai, et si vous avez la possibilité de le faire, je vous donne les documents où les entreprises sont soutenues. Les entreprises créées par les jeunes sont soutenues. Lorsqu'on parle de social, où dans les collines, les jeunes ne font pas à boire l'eau, le chef de l'État règle ce problème avec le projet Aïdjoko, ou dans des collines comme Dassa, comme ça, etc. Ils ont de l'eau. C'est du social. Lorsque vous avez l'électricité, c'est du social. Vous savez, nous avions gaspillé 45 milliards du trésor avec 0 mégawatt de produit. Aujourd'hui, le Bénin produit son énergie. L'ouvrier qui est chez lui, le soudeur peut aujourd'hui travailler de nuit comme de jour, tranquillement. Les enfants peuvent étudier. Tout ça, c'est permettre au peuple béninois qui se bat de pouvoir vivre de ce qu'il fait. Puisque vous parlez du social, il se dit que le gouvernement de Yaya Boni a été plus social que celui de Patrice Talon. Je pense que à la rencontre avec les jeunes, l'honorable Guy Mutokpe a d'ailleurs justement fait savoir à Patrice Talon que sa vision du social justement n'a pas un impact sur la vie de nos concitoyens. Je vous ai expliqué tout à l'heure, le social, c'est pas aller prendre les milliards des caisses du trésor pour dire je vous aime et partager. Non. Le social, c'est permettre à chacun, dans la dignité, d'être heureux. C'est vrai que parce que nous devons tenir une arme là-bas très haute, quand on dit nous, c'est pas moi, c'est le président Patrice Talon, là-bas étant très haute, on doit faire face à un certain nombre de charges, un certain nombre d'obligations, que ce soit en interne comme à l'extérieur. Et vous ne pensez pas que c'est la pression un peu trop forte là? C'est ce que ça a été presque l'objet de mes propos tout au long de ce débat. C'est-à-dire que je disais quelque part, lorsque un chef de famille décide de construire la maison familiale, il achète la parcelle, il commence la construction. L'argent qu'on donnait pour la popote, ça va prendre un coup. L'argent des enfants pour aller à l'école, ça va prendre un coup. Mais lorsque, pendant ce moment où la femme grogne, parce que tout est dur, mais lorsque le bâtiment est prêt et que la famille intègre cette belle maison, on oublie ce qu'on a traversé. Vous êtes en train de me dire qu'il vaut mieux rester dans location, comme dirait Yaya Boni, dites on est bon et l'avenir va prendre un coup. C'est ce que vous êtes en train de dire, et je dis qu'on souffre aujourd'hui parce que nous avons envie d'intégrer une belle maison. À nous, c'est mieux que de rester à vie dans une maison de location. D'accord. Allez, les acquis de la gouvernance de Talon, vous les vantez à toutes les occasions quand vous le permettez. Mais la sauvegarde alors, après 2026, qui doit sauvegarder ces acquis? Le peuple, les politiques, les soutiens de Talon que vous êtes, qui doit faire le job après Patrice Talon? Le peuple. Le peuple. D'abord le peuple, qui est souverain. C'est vrai, le chef de l'État a d'ailleurs il a ouvert quand même une belle brèche sur la notion de souveraineté d'un peuple. Vous ne pouvez pas prétendre être libre alors que vous dépendez des autres. Notre peuple est en train de prendre conscience de sa souveraineté. Si ce peuple choisit de baisser les bras, après avoir fait le plus dur du travail, c'est-à-dire accepter, souffrir avec son président pendant 9 ans, 10 ans, si ce même peuple
choisit de retourner vers son passé dit honteux, si vous n'avez pas le sentiment, moi je l'ai. Et beaucoup d'autres citoyens commencent par avoir le sentiment que notre peuple est en train de mûrir, est en train de comprendre la différence, comprendre d'où nous sommes venus et où nous devons aller. C'est pour ça que je suis persuadé que c'est ce peuple-là qui doit, si le prochain chef d'État commence par faire mal, c'est ce même peuple qui lui dira ça ne se passe pas comme ça. Évidemment, les hommes politiques sont obligés. Nous disions tout à l'heure, certains hommes qui avaient pillé le pays, qui se retrouvent aujourd'hui dans le mouvement de la mouvance, n'ont pas pu continuer leur sale besogne. Parce que c'est un système qu'il faut mettre en place. Et lorsque le système est en place, ils ne peuvent pas. Oui, mais peut-être aussi qu'ils attendent le départ de Patrice Talon pour reprendre ses vices. Et c'est pourquoi, avec tout ce que nous expliquons aujourd'hui au peuple béninois, si vous permettez que ce regroupement prenne le pouvoir, nous allons tomber très bas. Parce qu'ils ne changeront pas. Ils n'ont pas été, je vous ai dit, ils ont été dans la classe de la gabégie. Ils ne peuvent pas changer. Donc, il ne faut jamais permettre à ce qu'on fasse. Il faut plutôt, vu ce que je vous ai expliqué, vu la vision du chef de l'État, rester dans la ligne. Et si nous maintenons le cap, si nous maintenons la dynamique insufflée par le président Talon, vous allez voir, non seulement ce qui nous manquait, et on nous critique, c'est-à-dire c'est trop dur, ça va s'arrêter et notre pays va maintenir son envol. Alors, quelques deux questions encore. Nous sommes presque au thème de cette émission. On va parler des 65 ans d'indépendance. Monsieur le ministre coordonnateur, vous avez certainement à votre niveau fait un bilan de ce parcours du Bénin, 65 ans d'indépendance. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que le Bénin est très en avance sur plusieurs pays. Je n'ai pas envie de citer des pays. Ce que le peuple béninois a connu dans les années 1972, c'est-à-dire la Révolution. 1972, nous avions chassé les Blancs, chassé les étrangers, on veut souverain, on veut. On les a chassés. Nous avons vécu en autarcie. 17 ans après, 17 ans de marxisme-léninisme, nous avons vu les conséquences. Nous avons été incapables de payer les salaires, près de 12 mois derrière le salaire. Ce que nous on a vécu depuis 1972, c'est ce que d'autres pays sont en train de vouloir expérimenter aujourd'hui. Ça veut dire que le Bénin a traversé le temps. Le Bénin est toujours en avance. Il y a des erreurs que le Bénin ne fera pas, ne fera plus. Et lorsqu'on a fini avec cette ère de révolution où nous avons appris que ça ne servait à rien, qu'il vaut mieux laisser les étrangers venir vers nous, et tout en restant souverain, on partage, on regarde les gens en face comme du président Talon, on parle avec. On en est là aujourd'hui. Après, nous avons connu le renouveau démocratique avec le président Soglo, qui a tout donné à ce pays. Soglo, c'est Patrice Talon. On est passé de notre capitale qui n'était que des trous, on appelait même Cototrou, à Cotopavé. Les grandes réalisations du Bénin, avant Yaïboni, c'était Soglo. C'est vrai, chaque président qui vient fait un peu. On dit Maga fait le CNHU, évidemment, c'est l'argent du pays, mais il fallait savoir utiliser, mettre dans des trucs. Donc, c'était à faire un peu. Mais les 17 ans de marxisme-léninisme nous ont retardés. Et Soglo a relevé le défi. On est passé d'un taux de croissance négatif à près de 4 ou 5% au départ de Soglo. Notre agriculture a pris son envol. On est passé de 90 000 tonnes de production cotonnière à 350 000 francs au départ à 350 000 tonnes au départ de Soglo, etc. Mais notre erreur fondamentale à l'époque, c'est d'avoir fait revenir Kérékou. Le retour de Kérékou au pouvoir a ramené cette mafia qui a pillé le pays au pouvoir. Et ça y est. On a vu... comment c'est pas possible. Tout ce que Soglo a eu à faire a été déconstruit. En 10 ans. C'est d'ailleurs à cette époque qu'un monsieur a soulagé les caisses de la Sorapra de 14 milliards, mais parce que proche parce qu'étant dans les hautes sphères,
n'a pas été inquiété à la veille de l'arrivée au pouvoir de Yaya Boli, qui devait en principe l'emprisonner. Il n'a pas payé jusqu'à aujourd'hui. On a vécu des choses comme ça dans ce pays. C'est à cette époque que pour ne pas payer des dettes, le ministre fait brûler son bureau, y compris le bureau du service financier. On a vécu des choses horribles. Mais Yaya Boli est venu, il a même organisé une marche verte, marche contre la corruption. On a pensé que l'espoir dont on rêvait deviendrait réalité, mais c'était pire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une usine à production de scandales financiers. Les scandales, 3 émissions ne suffiraient pas pour que j'en parle, donc je ne vous en parle pas. Et Dieu merci, un certain Patrice Talon, qui est une réincarnation du président Soglo, en mieux, est venu pour remettre les choses en ordre. Voilà, en 1 minute, ce qu'on peut retenir des 65 ans du Bénin. Dans nos têtes, est-ce que on peut se targuer de dire que nous sommes indépendants aujourd'hui, nous jouissons d'une indépendance qui nous permet de prendre nos propres décisions, d'évoluer, de ne pas trop compter sur les autres, parce que c'est de cela qu'il s'agit aussi pour parler développement de notre pays. Lorsque le président Talon finit de faire une émission, c'est difficile de parler, parce qu'il a largement développé. Ce qu'il a dit la dernière fois aux jeunes, c'est une brevière, c'est une Bible. Et j'invite les Béninois à réécouter les propos du chef de l'État. Ce que je vous dis, ce n'est pas les propos comment on les appelle, d'un courtisan. Ce n'est pas les propos d'un courtisan. C'est les propos d'un citoyen séduit et fier. Au jour d'aujourd'hui, le Bénin est un pays fier, souverain. Vous ne pouvez pas parler de souveraineté et d'indépendance lorsque vous ne pouvez pas prendre une décision par vous-même. C'est pas possible. Vous n'êtes pas indépendant. Lorsque vous pouvez, aujourd'hui, vous pouvez prétendre dire que vous pouvez vous asseoir et regarder vos interlocuteurs internationaux droit dans les yeux et leur dire voilà ce que je veux. Je vous ai dit tout à l'heure que même les États-Unis sont obligés de faire des prêts pour s'en sortir. À l'époque, lorsque nous, pays africains, nous allons voir les bailleurs pour dire aidez-moi, je veux des prêts. Vous savez comment on dit bon, il y a ce qu'ils appellent le programme d'ajustement structurel. On regarde un pays qui vous ressemble un peu, on dit voilà le modèle qu'il vous faut. Si vous acceptez, on vous fait le prêt. On vous fait le prêt, mais il y a les étrangers qui vous ont fait le prêt, viennent s'asseoir dans le pays pour surveiller l'utilisation qui en est faite. Mais lorsque la France sollicite le Fonds monétaire international, la France va avec un projet bien clair. Vous dit, je veux tel montant, voilà ce que je compte en faire, voilà comment je compte rembourser, et voilà. On fait le prêt. Le Bénin est aujourd'hui dans cette ambiance-là. C'est ça ce qu'on appelle l'indépendance. Ce n'est pas parce qu'on est parti faire des prêts qu'on n'est pas indépendant. Tous les pays au monde, je vous ai dit, en 2013, la Chine seule détenait autour de 1300 milliards de dollars de bons de trésor américains. Ce n'est pas parce que les États-Unis baissent la tête. Mais les Chinois qui ont pris ces bons trésors savent que les États vont payer. Donc c'est un système à l'intérieur, c'est comme ça. Donc notre indépendance véritable, là, c'est maintenant qu'on doit se sentir indépendant, libre de nos décisions. Regardez n'importe qui droit dans les yeux et agir. Voilà. Eric, la dernière question avec vous pour... Justement, la dernière question avec moi. Monsieur le ministre, le coordonnateur, vous avez vécu sans doute ces moments de défilé militaire à l'occasion de notre fête d'indépendance. À la clé, cette interview de Patrice Talon, justement, à la fin de ce défilé. Qu'est-ce que ce moment vous a inspiré? Vous savez, parfois... Le bain de foule aussi. On a vu Patrice Talon qui a pris le temps de saluer ses concitoyens. Parfois, lorsque vous finissez de suivre le défilé,
vous avez presque envie de pleurer. De couler des larmes de bonheur. Comme quoi nous venons de loin. Nous venons de loin. Nous venons de loin. Et il y a pour peu que vous avez de l'amour pour notre pays, vous êtes fiers. Ça, c'est ce sentiment qui se dégageait de tous les regards de fierté qui m'a le plus impressionné. Et lorsque je vois au cours donc j'ai pu voir après sur les vidéos qui ont circulé des Béninois qui se mettent en genoux pour dire Talon ne part pas. Mais c'est fou. C'est fou. Et la beauté y était. Un défilé court, mais beau. Et lorsque vous voyez même l'organisation du défilé, c'est digne des grands pays. Reprenez les vidéos pour regarder. Franchement, on est heureux au Bénin. C'est dur. Nous avons traversé 9 ans et bientôt 10 ans de parler de la ménagère peu reluisant, mais nous avons une compensation morale terrible. Voilà. Monsieur le ministre coordonnateur, Janvier Yawedeo, vous êtes l'invité de Zone Franche de ce dimanche. Avec vous, nous avons partagé de moments riches en analyse, en décryptage. Merci d'avoir été des nôtres. Espérons vous revoir très bientôt. La campagne qui va démarrer, les bonnes choses qui s'annoncent, les hostilités seront bientôt lancées, n'est-ce pas? Vous êtes dans le secret des dieux. Disons, juste un mot en quelques secondes. Non, bon, tout va bien se passer. Le chef de l'État l'a dit. Il n'a pas un candidat qui, à ses yeux, devrait être d'une tendance politique donnée. L'essentiel, c'est que notre pays ait un bon président qui accepte ne pas être trop populaire, qu'il accepte d'être impopulaire et qui ait un seul problème, un seul objectif, le devenir de notre pays, que notre pays devienne une grande nation. On n'a pas besoin d'être 100 millions d'habitants pour être une grande nation. Le Bénin doit devenir une grande nation. Voilà. Merci, ce sera votre mot de la fin, Eric Guédino. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de réalisation conduite par Augustin Vidécon. Merci à notre maquilleuse. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se reprend très bientôt avec un autre sujet, un autre invité certainement. À bientôt.